Bon, eh ben bonjour. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Guy Coulon, qui nous fait l'amitié de nous partager pour cette interview pour nos amis de Bac 70. Alors, Guy, le petit rituel habituel, date et lieu de naissance et tes débuts avec la mécanique, Guillaume. Alors, date de naissance, d'après ce qu'on m'a dit, 18 février 1955, sur la table de la cuisine, juste à côté là. 53 160 à Champs-Netteux. Alors, quand est-ce que tu es vraiment intéressé à la mécanique? Je crois savoir, c'était quand tu étais très jeune. Oui, parce qu'en fait, mes parents, Jean-Baptiste et Marie-Louise, avaient une entreprise de travaux agricoles, qui est juste là derrière ces murs. Et donc, moi j'ai toujours été là-dedans, hein, dans la ferraille, les tracteurs, les machines, et de toute façon, il fallait que je sois là pour donner un coup de main le jeudi, et le samedi et le dimanche, dès que j'étais en âge, hein, à partir de 6-7 ans, de tenir un morceau pendant que Jean-Baptiste les soudait, ou aider à la perceuse pour tenir une pièce, ou etc. quoi, hein. C'était aussi le cas pour mon grand frère, et donc c'était complètement naturel. Donc après, lui, il était aussi passionné de mécanique, je dirais entre guillemets, un peu plus noble que la mécanique agricole, qui est devenue maintenant de la technologie enfin, des mécaniques qui utilisent des techniques de pointe. Et donc, il allait régulièrement aux 24 heures du Mans depuis le milieu des années 50. Et depuis que j'étais petit, il m'avait dit, quand tu auras 10 ans, je t'emmène au Salon de l'Agriculture à Paris pour voir les machines, et aux 24 heures du Mans auto. Donc, en 65, j'étais aux 24 heures du Mans auto. Et ce qui m'a marqué, d'entrée, avant de voir les voitures, c'est que on était ce qu'on appelait les populaires, c'est-à-dire, je crois que ça compte, parce que le circuit était divisé en catégories de tarifs d'accès. Et donc ça, c'était de la passerelle Dunlop à l'entrée de la ligne droite. C'était la descente du Dunlop, le tertre rouge, c'est ça, jusqu'à l'entrée de la ligne droite des Hunaudières. Et donc à cette époque-là, il n'y avait pas la zone industrielle là derrière, donc il y avait des parkings qui étaient un peu éloignés, et il y avait toute cette forêt de pins en fait à traverser à pied, et c'est là que les gens campaient, s'installaient. Fallait traverser tout ça et arriver au bord de piste. Alors bien entendu, donc on est arrivé, je pense, vers la course était partie, hein, parce qu'on est allé après la journée, vers peut-être 18 heures. Et pendant qu'on traversait les pins, ce qui m'a impressionné, c'était le bruit des moteurs, notamment des Ferrari 12 cylindres. Il y avait d'autres 12 cylindres aussi, je pense, et pas mal de V8 dans ces années-là, mais surtout les 12 cylindres. Et dans ma petite tête de 10 ans, j'étais impressionné par le bruit et la vitesse, et de me dire, ils vont devoir rouler 24 heures, ça me semble impossible. Donc quand on est revenu plus tard dans la nuit, et le lendemain matin, j'avais l'oreille à la radio pour... En fait, je me disais, bon, elles vont s'arrêter. Elles ne vont jamais aller jusqu'au bout des 24 heures pour suivre l'événement, parce que voir si mes prédictions allaient être justes et si ça allait pouvoir finir ou pas. Bon, bah finalement, il y en a bien quelques-unes qui ont fini. Voilà, et ça a été ma première impression mécanique de compétition. Et aussi, on allait à tous les motocross dans le coin, qui étaient nombreux, et les courses de côte. Et là, on avait plein de motocross aux alentours, hein, à Huillé, Mayenne, Villepagaille, qui était célèbre dans le coin, qui est juste à côté, qui est un petit bled, qui avait un circuit très, très spectaculaire, et beaucoup aussi en Bretagne, même Brou, qui est pas loin d'ici. Enfin, voilà, tout ça. Donc ça a commencé comme ça. Et
toi-même. Qu'as-tu essayé à la compétition? Un petit peu comme tout le monde quand vous attaquez à faire de la moto. Moi j'ai eu mon permis début 71. Donc d'abord, première course où je suis allé avec ma moto, c'est les 1000 km du Mans 71, au printemps 71 donc. Mais avant, ça c'était avec ma moto, mais avant j'étais au Grand Prix de France, je pense 69, le premier qu'il y a eu au Bugatti, qui devait, je crois bien qu'il était à l'automne, je ne me rappelle plus, je ne sais plus s'il était au printemps. Avril. Ou avril peut-être, oui, mais je crois que j'en avais vu un qui était décalé au Mans, enfin je ne sais plus, mais enfin je les ai tous vus, je crois bien que 70 c'était encore au Mans. Donc j'en ai fait plusieurs, et à partir de 71, là j'étais autonome, donc 1000 km du Mans, Bol d'Or au Mans et d'autres choses. Et à partir de 74, j'ai commencé à faire les courses de côte du coin en sidecar. Voilà, 74, 15, 16, je pense. Encore, et bon, j'étais pas très rapide, donc j'ai tout de suite préféré, parce qu'il y a pas mal des gens, pas mal d'autres pilotes qui m'ont demandé un petit peu d'aide pour préparer leur moto, parce que les miennes marchaient pas trop mal, et j'ai vite compris que je serais plus efficace avec les outils en main qu'avec un guidon. Donc j'ai tout de suite rapidement bifurqué vers la mécanique. Et ça, c'était quelle année, Guy? Eh ben, surtout à partir de 78, où j'ai commencé à faire les motos de Gérard Coudray, qui était un voisin, pour faire la course de côte et le championnat de France circuit. Et où ça a bien marché. Hein, même peut-être déjà en 77, j'ai dû travailler avec lui. Ça a bien fonctionné. Donc après, ce qui nous a vraiment mis le pied à l'étrier, c'est que au Mans 79, il y avait une catégorie silhouette, et pour la première fois. Et ça m'a semblé accessible. Il suffisait d'avoir une moto de route, quelques petits aménagements, et on sait qu'on pouvait faire. Donc j'ai engagé 2 900 bols d'or un peu modifiés pour l'épreuve du Mans, et ça s'est pas mal passé. Je crois qu'on fait genre 5 et 6 dans la catégorie silhouette. Donc c'était encourageant. Alors c'était un peu la seule épreuve qu'on comptait faire, je pense. Mais comme ça avait bien fonctionné, il y avait 3 autres épreuves de 24 heures, donc on a décidé de faire les 3 autres épreuves de 24 heures. Donc dans un premier temps, on a fait, je pense, Montjuic, toujours avec la 900 bols d'or silhouette en fait. Mais là, à Montjuic, il n'y avait que des prototypes, où on a fait une prestation correcte, si je me rappelle bien. Et donc, on s'est engagé à Spa-Francorchamps. Mais là, bon, je m'étais dit, il faut essayer d'améliorer un peu la moto, puisqu'il n'y a plus que des courses prototypes, il n'y a pas d'autres courses silhouettes. Donc, commencer à modifier un peu le châssis, avant un tête de fourche, une selle monoplace, enfin, ranger un peu la moto. Et puis un kit moteur RS1000 quasi complet. Donc on commençait à avoir une machine un peu plus performante. Et là, à Spa-Francorchamps, on fait 3e podium. Donc un peu à notre surprise. On avait fait ça s'était bien passé, une course sans problème, pas de chute, tout bien. Donc on s'est aussi engagé au Bol d'Or de la même année au Paul Ricard. Et là, je me souviens plus ce qu'on fait, mais on fait vers les 10, il me semble. Donc, avec le cadre d'origine toujours. Oui. Donc, pour 80, on a décidé de faire tout le championnat.
Alors, mais là, avec un cadre fabriqué par Édouard Morena, que j'ai eu au téléphone il y a 2 semaines, 81 ans, en pleine forme, très bien, qui faisait des très bons châssis. On a mis notre moteur RS1000 dedans. J'ai eu une aide de Honda France pour des pièces. 79,80, j'étais supporté par Alençon Moto, qui était le concessionnaire d'Alençon, concessionnaire Honda. Donc première épreuve, c'est les 24 heures du Mans, et là on refait 3e podium au Mans. C'était vraiment une belle course avec Gérard Coudray et Jean-Pierre Houdin toujours. Donc ensuite on a déroulé tout le championnat en faisant des résultats convenables, je pense. J'ai plus en tête exactement les résultats. À partir de 81 et pour 82 aussi, je continue dans la même configuration de moto et de pilote. Pour 82, ça sera Wolfgang Guerden qui remplace Jean-Pierre Houdin. Au Mans 81, on refait 3e. Je me souviens qu'on fait aussi d'autres bonnes prestations. En 82, on casse au Mans, on fait quelques bonnes places. On fait 2e aux 1000 km de Donington, qui sont juste avant le Bol d'Or, ce qui permet à Honda de pouvoir encore avoir le titre constructeur en cas de victoire au Bol d'Or. Donc à Donington, on fait 2, derrière, je pense, une des 2 Suzuki d'usine, et devant les Kawasaki Rock Performance officielles. C'était une belle course. Donc on va au Bol d'Or directement, je crois, après. Au Bol d'Or, on fait le 3e temps des essais, derrière les 2 Suzuki officiels et devant les 2 Honda officiels. Et on casse un bouchon de cylindre à mi-course, je crois, alors qu'on était vraiment très bien placé. Voilà pour ce qui est de l'endurance, et parce que pour la suite, enfin de mon équipe, pour 83, j'avais décidé de où j'arrêtais, où je trouvais un budget significativement plus important pour vraiment passer une étape technique et pouvoir se battre avec les usines vraiment pour gagner à chaque course. Et j'ai trouvé plutôt certainement même plus de sponsors que les années précédentes, mais pas le minimum que j'avais fixé pour être vraiment bien. En fait, ça sert à rien d'avoir un peu plus d'argent si ça ne vous permet pas de faire une étape. Donc là, je suis à l'automne, donc après la dernière course qui est le Bol d'Or 82, là je suis chez Honda pour faire les essais du Paris-Dakar de janvier 83. Donc je fais les essais en Afrique, après j'embraye chez Honda France sur la préparation du Paris-Dakar 83. Mais en 83, c'est l'arrivée des premiers V4 Honda, et là Honda n'a plus de programme complet d'endurance. Donc pour le reste de la saison, je fais tout le championnat d'endurance chez Elf, avec la Elf E et André de Cortance, qui avait dessiné cette machine après de multiples projets voitures où il avait été vraiment très brillant, et il le sera aussi par la suite, toujours en voiture avec Peugeot, avec Toyota, donc un grand personnage, grand ingénieur surtout dans l'automobile, et aussi très connu dans la moto grâce à ce projet Elf. Et fin de saison 83, là je réintègre directement, là complètement Honda France pour le Dakar donc de janvier 84, mais là je suis définitivement embauché, parce que là il y a un programme d'endurance complet qui est décidé avec les RVF. Donc
Donc le Paris-Dakar de 83, 84 et 85 se fait avec les monocylindres, où il y a quand même un peu de vicissitude. Mais c'est une bonne expérience, surtout que dès, je pense, courant 84, on sait que pour janvier 86, il y aura un prototype bicylindre. Donc je participe avec Jean-Louis Guillou à mettre en place une équipe qui sera capable d'assurer le coup quand les prototypes bicylindres seront là. Donc pour 84, le Paris-Dakar de janvier 84, toutes les courses d'endurance et le Touquet également, qui était une épreuve spéciale et intéressante, avec des motos sympas aussi. 85 se passe le même programme, je pense. 86, en gros la même chose, mais avec là l'arrivée pour janvier 86 des NXR V-Twin du Paris-Dakar, des vrais prototypes, vraiment des motos pour l'époque exceptionnelles. Donc là, passer un bon bout de temps au Japon pour assembler les motos. Et même en août 85, j'avais été avec Jean-Louis Guillou sur place pour faire les positions, parce que les Japonais ne souhaitaient pas que les pilotes se rendent sur place. Donc j'ai fait les positions sur les motos par rapport aux différents pilotes qu'on avait, et puis voir si tout était conforme aux besoins qu'on aurait en Afrique. Parce qu'en fait c'était une équipe complètement nouvelle, parce que les monocylindres étaient faits chez R&D, et la NXR a été faite chez HRC. Il y avait que 2 km de distance, mais une grande différence de vision dans les projets. Parce que, en plus, ça a été un projet intéressant, très intéressant, parce que on a beaucoup collaboré directement avec l'équipe japonaise, parce qu'ils avaient peu de références, finalement, pour cette course-là. Donc, pour créer la NXR, on a fait une réunion technique dès l'arrivée, le lendemain de l'arrivée à Dakar, avec des ingénieurs japonais qui étaient venus, et on a fait une sorte de cahier des charges, mais sans leur dire on a besoin d'un bicylindre, en disant voilà, on a besoin d'aller à telle vitesse, on a besoin d'environ telle puissance, on a besoin de telle autonomie, etc. Et surtout, on avait bien précisé une puissance aux alentours de 70 chevaux, parce que si on fait plus comme les KJ20, sur certaines étapes, on a beau dire aux pilotes de faire attention, de ne pas tuer les big mousse, ils le feront quand même. Et on avait vu ce qui se passait sur les bicylindres italiens, et c'est ce qui nous a permis de gagner d'ailleurs, même 86 et autres courses. C'est-à-dire qu'on n'a jamais détruit de pneus, alors qu'eux en ont détruit régulièrement, et ont loupé quelques étapes qui ont été fatales pour eux. Donc en fait, chez Honda, ils font un prototype, comme c'est les BMW qui viennent de gagner, ils font un prototype flat twin, bicylindre à plat, donc refroidissement par eau, avec le vilebrequin vertical et une transmission par chaîne pour éviter le couple de renversement, qui était vraiment très intéressant. Ça n'a pas trop plu au marketing, je pense, donc ils ont rapidement bifurqué vers un bicylindre en V à refroidissement par air. Et là, ça n'a pas convaincu techniquement, sans doute, pour le refroidissement du cylindre d'arrière. Donc ils sont ensuite attaqués à mettre de l'eau dans ce projet. Donc, et finalement, c'est un V-Twin à eau qui a été retenu. Alors donc entre le cahier des charges fin janvier à Dakar
Et moi et Jean-Louis Guillou qui sommes allés la première semaine d'août, il y avait eu ces projets-là et la moto était complète et les moteurs tournaient au banc. Donc en 6 mois, il y avait eu un peu de boulot d'abattu. Et dès la semaine d'après le bol d'or en septembre, on était en Afrique pour tester avec les pilotes et comparer les monocylindres et deux versions du bicylindre, je crois. Donc ça a été très intéressant. Et avec victoire de cette moto en 86, 7, 8, 9, dernière victoire avec Gilles Lallet, un vrai personnage et un grand pilote d'enduro. Les deux premières victoires avec Cyril Neveu, il me semble. Autre grande figure du Paris-Dakar. De petite taille, mais grand talent pour rouler avec cette moto qui était assez géante, qui faisait avec les 56 litres, avec les 5 litres d'eau, avec les outils, avec toutes les choses emmenées, on était à 245 kg avec le plein, donc impressionnant.